Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici les titres. Un statut spécial accordé aux régions anglophones du Cameroun. Il s'agit de la principale recommandation du grand dialogue national. Aux États-Unis, Donald Trump est devenu le troisième président américain visé par un procès en destitution. Et les Soudanais sont dans les rues pour célébrer leur révolution. Un an de rassemblements qui ont mis fin au régime d'Omar el-Béchir le 11 avril. Les députés camerounais ont adopté un projet de loi sur la décentralisation. Le texte préconisé par le dialogue national d'octobre dernier accorde un statut spécial aux deux régions anglophones du pays. Ce dialogue avait pour but de mettre fin à la crise qui a fait plus de 3000 morts. Les précisions de Maxime Dominier. Le texte confère un peu plus d'autonomie aux régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Il prévoit notamment un statut juridique particulier pour ces deux régions, vous le savez, engluées dans une crise depuis 2016. Si la loi est approuvée par le Sénat et promulguée par le président de la République, ces régions seront autorisées à élaborer des politiques publiques dans les domaines de l'éducation et de la justice. Par ailleurs, avec l'adoption de ce texte, les régions anglophones bénéficieront d'une chambre de représentants et d'une chambre de chefs traditionnels. Ce statut spécial est la recommandation principale du grand dialogue national tenu début octobre 2019 au Cameroun pour régler cette crise anglophone. Depuis 2016, la crise anglophone a fait près de 2000 morts, 530 000 déplacés internes et d'autres dizaines de milliers de réfugiés selon l'ONG International Crisis Group. Elle s'est muée à une insurrection émaillée de violences affectant les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui dénoncent une marginalisation comparée à la zone francophone. C'était Maxime Dominier. En Algérie, le président Abdelmadjid Tebboune a prêté serment aujourd'hui lors d'une cérémonie à Alger. Abdelmadjid Tebboune a été élu au premier tour le 12 décembre après la démission de son prédécesseur, Abdelaziz Bouteflika. L'ex-homme fort du pays a été contraint à la démission en avril après 20 ans à la tête de l'État par le Hirak, le mouvement de contestation populaire massif du régime. Abdelmadjid Tebboune a fait part de son intention de modifier la constitution afin de satisfaire les demandes du mouvement de contestation. En tant que président de la République, je vous rappelle les obligations les plus importantes, au premier rang desquelles la modification de la Constitution, qui est le fondement de l'édification de la nouvelle République. Et je renouvelle mon engagement à réaliser dans les premiers mois ou les premières semaines les demandes du peuple exprimées par l'Irak. Mais pour beaucoup d'Algériens, la modification de la Constitution n'est pas suffisante et ils réclament une toute nouvelle qui serait confiée à des institutions de transition. Abdelmadjid Tebboune a été longtemps ministre de l'ex-président Bouteflika. Il est donc encore considéré comme un représentant du système. Nous rejetons Tebboune. Les gens qui sont dans la rue depuis le début du Irak participent toujours à cette révolution bénie. Nous sommes totalement opposés à Tebboune, le président élu le 12 de ce mois. Il n'est ni crédible ni légitime. Tebboune a été amené par l'establishment militaire et placé à la présidence alors que nous le rejetons et nous maintiendrons notre révolution. Donald Trump est devenu le troisième président des États-Unis de l'histoire mis en accusation du motif abus de pouvoir et obstruction au bon fonctionnement du Congrès. La Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, a voté pour que le président soit jugé par le Sénat. Donald Trump a immédiatement dénoncé, je cite, la haine de ses adversaires politiques. Mais qu'est-ce que ce procès devant le Sénat implique réellement? Élément de réponse avec Claire Onemenzi. Aux États-Unis, un président mis en accusation par la Chambre des représentants peut toujours rester en fonction, en attendant la décision finale qui sera prise par le Sénat. Une fois parvenu à la Chambre haute du Congrès, l'affaire sera jugée sous la forme d'un procès présidé par le président de la Cour suprême. Deux autres présidents mis en accusation par la Chambre des représentants, Bill Clinton et Andrew Johnson, furent tous deux acquittés au Sénat. Il est fort probable que Donald Trump soit aussi innocenté. Les démocrates ont la majorité au Parlement et ils ont facilement obtenu les 216 voix dont ils avaient besoin mercredi pour destituer le président.
Mais le forcer à quitter son poste nécessiterait une majorité des 2/3 au Sénat, qui est contrôlé par les républicains. Il faudrait que 20 républicains se joignent aux sénateurs démocrates pour destituer un président en exercice, pour la première fois dans l'histoire. Selon la Constitution, seul le Sénat peut faire un procès, mais elle n'indique pas exactement comment il doit être conduit. La prochaine bataille portera sur les règles du procès et sur le fait que de nouvelles personnes seront appelées ou pas à témoigner. Voici comment le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, voit les choses. Je ne suis pas un juré impartial, il s'agit d'un processus politique, il n'a rien de judiciaire. La destitution est une décision politique. Les démocrates souhaitent que des personnes proches du président témoignent, comme le chef de cabinet par intérim de Donald Trump, Mick Mulvaney, ou l'ancien conseiller à la sécurité nationale, John Bolton. Jusqu'à présent, la Maison-Blanche leur a interdit de s'exprimer et M. McConnell affirme qu'il n'y aura pas du tout de témoins. Nous n'avons pas entendu un seul argument de la part du chef McConnell pour expliquer pourquoi les témoins que nous avons demandés ne doivent pas se présenter. Les démocrates savent donc que Donald Trump sera probablement acquitté, mais ils sont déterminés à faire autant de dégâts politiques que possible entre-temps. Le processus de destitution pourrait être terminé d'ici quelques semaines, mais ses conséquences auront de l'impact tout au long de l'année 2020 jusqu'au jour de l'élection en novembre. Le reste de l'actualité, en bref et en images. La reine Elisabeth II a prononcé son discours traditionnel devant le Parlement, un discours pour présenter le programme du gouvernement. L'ouverture officielle du Parlement fait suite à la victoire écrasante du Premier ministre Boris Johnson lors des élections de la semaine dernière. Parmi les principales annonces, le gouvernement promet une transformation en profondeur du Royaume-Uni, articulée autour du Brexit et du système de santé. En Afrique du Sud, 2 anciens directeurs d'Eskom, la compagnie nationale d'électricité en difficulté, ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés de corruption et d'avoir détourné plus de 50 millions de dollars. L'entreprise publique qui fournit plus de 90% de l'énergie de l'Afrique du Sud a mis en place une série de délestages ces dernières semaines. Et puis, le Sénégal a désormais sa propre énergie d'origine éolienne à Taïbandiaï, à une centaine de kilomètres au nord de Dakar. À terme, les 46 éoliennes de ce parc, le plus grand d'Afrique de l'Ouest, fourniront 15% de la production électrique du pays. Plus de 2 millions d'habitants pourront bénéficier de cette énergie créée par le vent. Aujourd'hui, c'est jour de fête au Soudan. Des milliers de personnes se sont rassemblées dans les rues de la capitale Khartoum à l'occasion du premier anniversaire du soulèvement. Une révolte qui a mis fin au régime d'Omar el-Béchir après 30 ans de règne autoritaire. Revenons sur cette année de manifestations anti-gouvernementales avec ce reportage de Marina Darras. L'année 2019 a été marquée par des changements majeurs au Soudan suite à une série de manifestations historiques. Les troubles remontent à l'année dernière, en décembre 2018, lorsque des manifestations ont éclaté dans plusieurs villes après une subite hausse du prix du pain et du carburant. Ces protestations ont atteint un point culminant le 6 avril, lorsque les manifestants, lors d'un sit-in devant le quartier général de l'armée, ont juré de ne pas bouger jusqu'à ce que l'ancien président Omar al-Béchir se retire. 5 jours plus tard, le président était renversé par l'armée à la surprise générale. Néanmoins, les manifestants ont continué à exiger le retour d'un gouvernement civil. Des pourparlers ont commencé entre les dirigeants militaires et les dirigeants civils et une période de transition de 3 ans entre les deux parties a été annoncée. Mais en juin, la violence a repris lorsque les forces de sécurité ont tiré sur des manifestants pro-démocratie à Khartoum, faisant un certain nombre de morts et de nombreux autres blessés. Les pourparlers entre les deux parties se sont poursuivis pendant quelques mois. Un conseil souverain a finalement été formé en août, dirigé par le lieutenant-général Abdel Fattah al-Burhan et un nouveau Premier ministre, Abdallah Hamdok. Ils sont donc tous deux chargés de conduire la transition durant 3 ans en vue d'élections libres. Omar al-Béchir, détenu depuis avril à Khartoum, a quant à lui été condamné début décembre pour la première fois à une peine de 2 ans en institution pénitentiaire pour corruption. L'ex-dictateur reste la cible de graves accusations de la part de la Cour pénale internationale pour des crimes lors du conflit sanglant au Darfour à partir de 2003.
Mais le pays peine à se sortir de la crise car un an après le début de la contestation, le Soudan subit encore les effets de l'embargo économique américain en raison de son maintien sur la liste noire américaine des États soutenant le terrorisme, ce qui de facto l'exclut du système financier international et barre la route aux investissements étrangers. La page des sports avec Manuel Coste et en football, bravo à l'Ouganda qui a remporté cet après-midi la Coupe de la CECAFA à domicile. Oui, il fallait le faire devant son public. On a toujours un petit peu de pression. L'Ouganda qui a battu en finale l'Érythrée 3-0. Je vous rappelle que cette compétition réunit les équipes nationales de l'Afrique de l'Est et du Centre. Un petit peu plus tôt dans la journée, dans le match de classement, le Kenya, qui avait gagné la précédente édition, a débordé la Tanzanie 2-1. On en parlait hier, le Classico entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Ça s'est passé au Camp Nou de Barcelone hier soir, match en retard de la 10e journée de championnat. Et les deux grands clubs se sont séparés sur le score de 0-0. La presse espagnole n'est pas tendre. Combat nul, titrait ce matin Marca, le quotidien le plus vendu d'Espagne. Beaucoup de bruit, peu de Classico, écrivait de son côté Sport, quotidien sportif catalan. Bref, les deux clubs campent sur leur position. Le Barça précède toujours le Real en tête au classement à la différence de but. Je vous propose maintenant de retrouver les deux managers, à commencer par celui du Real, Zinedine Zidane. Non, je ne pense pas que ce soit le match le plus abouti. Je pense que c'est un match qui a été mené du début jusqu'à la fin très bien, mais je peux être déçu pour les joueurs parce qu'en fait on méritait mieux ce soir. On méritait plus en tous les cas que l'adversaire, que Barcelone ce soir. Même si quand tu as des occasions, l'important c'est de les mettre et on n'a pas pu la mettre au fond. Mais je pense qu'on est content sur l'ensemble du match et de toute façon de continuer à marquer des points, même si c'est pas 3. On est toujours en haut et il faut continuer comme ça parce que on est sur le bon chemin. Oui, c'est vrai que parfois nous n'arrivions pas à surmonter leur pression et ils jouaient dans notre moitié. Et c'est la réalité, franchement, il y avait une vraie sensation d'instabilité, notamment car nous ne sommes pas habitués à ce qu'une telle pression arrive chez nous. Mais bon, on a eu aussi de très bonnes occasions. Hier soir toujours, mais à Doha, au Qatar, en demi-finale du mondial des clubs de football, Liverpool s'est qualifié pour la finale en débordant sur la fin le club mexicain de Monterrey 2-1. Les buts des Reds ont été marqués par le milieu guinéen Naby Keita et l'attaquant brésilien Roberto Firmino dans le temps additionnel. Naby Keita, auteur d'un très beau match, et il était félicité après coup, et à juste titre d'ailleurs, par son manager Jürgen Klopp. Naby est un joueur qui peut marquer des buts. Il n'a pas joué énormément de matchs avec nous, mais il a déjà marqué beaucoup de buts. Et des buts importants aussi. C'est absolument génial de voir comment il a fait ça aujourd'hui. Et il y a tellement plus à venir. Il a encore une très grande marge de manœuvre. Donc c'est une excellente nouvelle pour nous. Je pense que c'est la solidarité. Surtout, on était compact aussi. C'est une équipe qui était agressive. Et heureusement, on a compris ça tôt. Et on a essayé de gérer le match, la rentrée de Bobby Firmino et Sadio Mané, ça nous a beaucoup aidé aussi et on a pu gagner ce match. Je pense que nous, on ne sous-estime pas une équipe, toutes les équipes sont pareilles pour nous. Seulement, il y a les matchs aussi qui ne sont pas faciles à jouer. Et en finale donc, samedi après-midi, 17h30 GMT à Doha, en finale de ce mondial des clubs, Liverpool sera confronté à Flamengo, club brésilien, champion d'Amérique du Sud. Et puis on va terminer avec le programme des demi-finales de la Coupe de la Ligue anglaise. Ça sera joué le mois prochain avec 2 derbys au programme, celui de Manchester. Man United recevra Manchester City au match aller le 7 janvier et le derby des Midlands dans le centre de l'Angleterre. Au match aller le 7 janvier, Leicester recevra Aston Villa. Match retour le 28 janvier. 2 derbys, 2 confrontations. Haut en couleur, Nicolas. Costi, ne partez pas, restez avec nous car cela n'arrive pas tous les jours. Les États-Unis rêvent du Wakanda. Le département américain de l'agriculture a classé le royaume du Wakanda comme partenaire de libre-échange, bien qu'il s'agisse d'un pays fictif. Il semblerait que le Wakanda avait été ajouté à la liste par accident. Le Wakanda est le pays africain dans lequel se déroule l'intrigue de Black Panther, film à grand succès produit en 2018 par Marvel.
C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi, notamment en Guinée, sur Espace TV. Excellente soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition de BBC Info.